Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission sur Fréquence Protestante. Alors depuis quelques mois, on se retrouve une fois par mois, c'est le deuxième mardi de chaque mois, pour Inspiration positive, l'émission qui respire le bien-être et le mieux vivre et vous souffle les bonnes idées et les conseils qui rendent notre quotidien ou notre environnement plus agréable. Une nouvelle année vient de commencer et peut-être avez-vous décidé de prendre des bonnes résolutions. Peut-être que parmi elles, il y a l'envie de prendre plus de temps pour vous. Peut-être avez-vous aussi le désir de vous mettre à une méthode bien-être. Alors, le bien-être, vaste sujet, et un sujet qui est même un véritable marché de nos jours, surtout si l'on considère une année qui a quand même débuté de manière plutôt pesante, entre, pour nous les franciliens, les grèves de transport, le stress qui finalement est toujours là. On a envie de trouver des solutions pour essayer de se sentir bien, de se sentir mieux, malgré la morosité ambiante. Et quand on dit se sentir bien, c'est à la fois bien dans son corps et bien dans sa tête. Vous avez sans doute déjà entendu parler de yoga, de sophrologie, de méditation, de pilates. Eh bien, c'est de toutes ces méthodes qui nous veulent du bien dont nous allons parler aujourd'hui. Quelle est la méthode de relaxation qui me convient ? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre. Et pour cela, j'ai aujourd'hui une invitée. J'ai le plaisir d'accueillir Véronique Maillet. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, vous avez fondé les Centres Qui. Donc ce sont 7 centres, on dit même je crois des studios, pour apprendre à se sentir mieux. Alors il y en a 6 qui sont en Île-de-France. Et puis vous allez justement nous guider, nous donner quelques explications, quelques pistes, et sans doute aussi quelques conseils par rapport à ces différentes méthodes que vous connaissez bien. Alors j'ai compris que vous aviez créé donc les studios Qui il y a une dizaine d'années. Et j'ai cru comprendre que le bien-être, à la base, ça n'était pas votre premier métier. Alors, racontez-nous un peu comment vous en êtes arrivé à cette création. Oui, tout à fait. Donc, il y a au tout début, donc en fait, j'ai travaillé dans la finance pendant environ une quinzaine d'années. Donc, on était un peu loin du bien-être quand même. Tout à fait. Et puis, j'ai habité en Australie. Et en Australie, j'ai découvert le yoga et la méditation. D'accord. J'ai fait mon premier cours de méditation et je me suis rendu compte que après ce cours-là, j'étais vraiment totalement apaisée. J'ai été en connexion avec l'être, comme on dit, ouais. Et non le faire. D'accord. C'est-à-dire que je suis restée pendant 1 heure à ne rien faire et en fait, je me sentais bien après. Et puis, j'ai aussi eu mon premier cours de yoga. C'était une expérience inédite. Ah, totalement. Ça vous changeait de la finance. Oui, complètement. Et j'ai eu mon premier cours de yoga et là, je ne faisais plus aucune activité physique depuis un bon temps, voilà, un bon paquet d'années. Et je me suis aperçue qu'on pouvait faire une activité physique doucement, qui reste physique avec de la respiration, avec des muscles, sans obliger de faire du cardio. Ou d'être dans la performance peut-être. Exactement. D'accord. Alors justement, vous avez commencé en nous parlant du yoga, donc c'est une excellente introduction. Donc on parle du yoga, j'ai envie de dire, c'est vraiment une technique qui est millénaire. Est-ce qu'il serait pas plus juste de parler des yogas ? Puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait différents types de yoga. Alors, en fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on peut parler du yoga en tant que philosophie de vie et historiquement, c'est le cas. Et puis maintenant, on a des yogas, et c'est la partie qu'on va restreindre entre guillemets à la partie plutôt physique et non la partie philosophique. Et donc des yogas, on en a vraiment du plus doux où on est allongé et on bouge quasiment pas, au plus dynamique avec un rythme assez soutenu, vraiment la respiration. Voilà, on va par exemple du yoga nidra jusqu'à l'ashtanga. Il y en a. Donc il y a des yogas pour tout le monde. Il y a des yogas pour tout le monde. Donc ça c'est un premier point qui paraît important.
dans l'absolu, tout le monde peut pratiquer le yoga. Tout à fait. D'accord. Il n'y a pas de contre-indication physique spécialement. Il n'y a pas. Est-ce que l'âge c'est une contre-indication, enfin, ou c'est un blocage, je sais pas, une réserve? Non. Alors sur les contre-indications physiques, la contre-indication peut être pour un yoga donné, c'est-à-dire que par exemple pour les femmes enceintes, il faut faire du yoga prénatal. Ouais. Pour après un accouchement, ça peut être du yoga postnatal ou s'assurer que la rééducation a bien été faite. Donc ensuite, on peut pas dire qu'il n'y a pas de contre-indication pour l'ensemble des yogas. Il faut être prudent. Et donc, voilà, un yoga très rapide, il faut s'assurer qu'on aura la condition physique pour le faire. Donc, comme pour toute activité physique, d'ailleurs, c'est toujours à conseiller. On peut rappeler que dans les précautions, ça ne gâche rien d'aller en parler, par exemple, à son médecin en essayant de voir si c'est possible. Si on n'est pas très souple, si on est un peu raide, justement, est-ce que on pourra jamais faire de yoga? Qu'est-ce qui se passe? Non, alors c'est tout à fait le contraire. C'est vraiment en faisant du yoga qu'on va récupérer de la souplesse. Ouais. Donc on peut commencer par un yoga un peu plus doux. On appelle par exemple le Hatha Yoga à l'heure actuelle, qui est le nom générique au départ du yoga, mais qui à l'heure actuelle est plutôt un yoga un peu physique, mais pas trop. Ouais. Qui est le plus répandu peut-être. Qui est le plus répandu, tout à fait. Le plus souvent. Ouais. Et qui permet vraiment à tout le monde de faire du yoga. Bon, c'est bien. Donc a priori pas de contre-indication majeure. Alors vous avez évoqué dans votre séjour et dans votre découverte du yoga en Australie, vous avez parlé de la méditation. Alors même chose, quand on parle de méditation, vaste sujet. On a parlé de philosophie, on pourrait parler de spiritualité. Aujourd'hui, quand on parle de méditation, de pratique de la méditation, alors évidemment, on pense à la méditation de pleine conscience, dont on parle beaucoup, j'ai envie de dire, depuis une dizaine d'années, en tout cas en France et en Europe. Racontez-nous, dites-nous un petit peu plus sur cette forme de méditation qui est finalement une méditation occidentalisée, on pourrait dire ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est à l'origine un médecin américain, Jon Kabat-Zinn, bouddhiste, qui a souhaité introduire la méditation dont il servait dans sa partie, dans sa pratique bouddhiste personnelle, à l'hôpital, de manière totalement laïque. Et donc c'est ce qu'on appelle la mindfulness-based stress reduction, donc en anglais la méditation de pleine conscience. C'est un programme de 8 semaines qui est pratiqué en hôpital ou dans des centres comme les nôtres et à pas mal d'endroits, qui permet vraiment de réduire le stress de manière forte et qui demande une implication quotidienne. Donc. Alors dans ce que vous avez dit, donc c'est un programme, ça veut dire qu'on peut apprendre cette méthode et ensuite la pratiquer par soi-même? Tout à fait. Et sinon, de manière un peu plus légère, si on ne souhaite pas faire le programme, on peut aller dans des cours de méditation de pleine conscience, y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois pour comprendre un peu comment ça fonctionne, et puis être tout seul chez soi, en faire un quart d'heure le matin. Donc, qui sont en général des cours collectifs. Oui, tout à fait. Donc en groupe. Ce qui est peut-être moins impressionnant au départ. C'est intéressant d'être conduit, de se rendre compte de... En fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je m'assieds comment? Est-ce qu'il faut que je reste assise ou pas? Donc ensuite, il y a pas mal de typologies aussi de méditation. Il y en a qui vont méditer en marchant. Il y a vraiment, c'est vraiment une question d'attention à l'instant présent. Je crois que c'est assez caractéristique effectivement de la pleine conscience, et ce fait d'être sur l'instant présent, c'est ce qu'on a le plus de mal à faire aujourd'hui, d'être vraiment sur le présent. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait, l'effet de la méditation sur la réduction du stress. Il y a eu des études qui sont arrivées finalement à cette conclusion, puisque vous disiez Jon Kabat-Zinn, c'est un médecin, c'est lui qui a élaboré ces protocoles. Tout à fait, oui. Il y a eu pas mal d'études faites essentiellement aux États-Unis et un petit peu en France qui effectivement montrent la réduction du stress assez forte. Et il y a eu toute une étude aussi qui a été basée sur Mathieu Ricard, qui s'est prêté comme cobaye sur des calculs pour savoir s'il était plus heureux que les autres. Et effectivement. Et de réussir à mesurer les effets de la méditation. Pour les Occidentaux que nous sommes,
Se poser, s'arrêter, essayer. Alors, est-ce que le but, c'est de faire le vide? Tout à l'heure, vous disiez, quand vous étiez en Australie, j'ai appris, je me suis apaisée, je me suis posée dans l'instant. Enfin, c'est pas quelque chose qui est un peu surprenant pour nous dans nos vies agitées? Si, totalement. C'est surprenant et en même temps, on se rend compte que ça fait un bien fou. Par exemple, quand on est sous sa douche, souvent le matin, on pense déjà à l'après. Oui. On pourrait tout à fait penser à l'eau qui coule sur le corps. Oui. Voilà, donc c'est vraiment des instants comme ça qu'on peut pratiquer. Qui sont captés. Voilà, et qu'on peut méditer sous sa douche en étant dans l'instant présent. Donc des actes quotidiens finalement pourraient devenir des expériences de méditation. Tout à fait. En particulier quand on est dans sa voiture, on peut peut-être y penser en ce moment à tous ceux qui parmi vous êtes peut-être dans votre voiture et obligés de la prendre à cause des conditions de transport et peut-être dans les embouteillages. C'est le moment de respirer, peut-être d'arriver un peu à souffler l'impatience ou le stress de la journée. Aujourd'hui, on voit se développer pas mal de supports pour pratiquer la méditation. Je pense en particulier à des applications. Alors il y en a une qui est très connue. Alors le but n'est pas forcément de lui faire de la pub, mais il y en a d'autres. Je pense à Petit Bambou, où il y a une appli comme Calm, je crois, qui existe, qui s'écrit CALM, comme le mot calme en anglais. Vous en pensez quoi par rapport à une pratique qui serait assez accessible pour des gens qui voudraient essayer? Je pense que c'est très bien, ça permet un premier pas et être accompagné, puisque ces méditations sont guidées, que ce soit sur Petit Bambou ou sur Calm. Sur Calm, ouais. Et donc ça permet d'y arriver sans avoir, entre guillemets, la peur d'arriver dans un cours et pas savoir à quoi s'attendre. Ouais. Donc c'est une première démarche que je trouve très intéressante. Voilà, donc de commencer peut-être assez facilement et par soi-même. Donc toutes ces, alors certaines de ces pratiques, vous avez parlé du yoga et de la méditation. Parfois, on a l'impression, en fait, qu'on réinvente des choses qu'on connaissait depuis très longtemps ou qu'on a oubliées, peut-être. Oui, parce que le monde actuel est tellement rapide qu'on a besoin un peu de repos, mais à l'époque, la méditation a existé. Enfin, je crois qu'au XIIe siècle, ça existait déjà dans le monde chrétien. Oui, c'est vrai que la pratique de certaines prières ou même certains. Alors, en yoga, on peut parler des mantras, le fait de répéter des phrases, mais finalement, ces litanies, on va les trouver aussi dans certaines formes de prières. Alors, pour les catholiques, d'oraison, etc. Oui, ça peut faire penser effectivement. Ça peut faire penser à ça. Donc un groupe de méditation, finalement, on s'assied et puis on fait rien pendant 45 minutes, 1 heure. Comment ça se passe? Alors oui, c'est pas... Je plaisante, bien sûr. Oui, non, j'espère que vous allez nous le décrire autrement. Non, on ne fait pas rien, mais on s'attache à être conscient de ses pensées et à être conscient de ce qui nous arrive. Ouais. Ça peut être conscient de notre corps. Est-ce qu'on a des tensions? Est-ce que... Vraiment revenir à l'instant présent. Donc, d'une certaine manière, on est assis pendant 45 minutes, 1 heure. Ouais. On est guidé. Et par cette guidance, on se rend compte oui, en fait, au bout d'1 minute, déjà, ça y est, j'ai pensé à ce que je vais faire à dîner ou à ce qui m'est arrivé dans la journée, etc. Et donc, ça nous permet de nous détacher un petit peu de nos pensées. Un des objectifs, c'est vraiment de se distancier de nos pensées, de dire que nos pensées ne sont pas nous, ce sont nos pensées. Oui, tout à fait. J'avais fait à une occasion une séance de méditation zazen, donc de la méditation assise. D'ailleurs, on peut le faire à Paris. Il y a le dojo zen de Paris, de mémoire, c'est rue de Tolbiac. Et l'instructeur, qui était en fait un moine bouddhiste qui nous avait guidés à travers cette session, nous avait dit: vos pensées sont des objets. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant de réaliser que les pensées sont extérieures à nous. Alors, on les entretient, mais finalement, on peut les considérer comme des éléments extérieurs. Moi, j'ai remarqué quelque chose, quand on commence à se détendre, c'est là où on observe qu'on a mal partout. Oui. C'est là où le corps se manifeste, et on se rend compte que le reste du temps, on annihile un peu le corps, on l'oublie, ou on a l'anesthésie, je sais pas. Et quand on commence à en prendre conscience, c'est là où les tensions peut-être sont plus présentes. Oui, on fait avec, dans la vie quotidienne, on fait avec. C'est là aussi où, dans le yoga,
la conscience de la posture qu'on est en train de faire va nous amener à avoir conscience de notre corps. Et c'est en ça qu'il est vraiment que c'est vraiment complémentaire avec la méditation. Ouais. C'est qu'on va avoir conscience du mouvement, on va avoir conscience du muscle, on va avoir conscience de notre posture. On a vraiment, on prend notre corps comme étant acquis, en fait, comme notre cerveau. Mais il y a quelque chose de conscience à remettre à l'intérieur, que ce soit dans nos pensées ou que ce soit dans notre corps. Dans notre corps, effectivement. Alors, ce que je vais vous proposer pour tout de suite, en tout cas, c'est une respiration, mais ça va être une respiration musicale. On fait une petite pause tout en musique avec Offenbach et un titre qui date, je crois, de 2016, c'est Be Mine. Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé.
quelle est la méthode de relaxation qui me convient? C'est le sujet qui nous occupe depuis un peu plus d'un quart d'heure maintenant. Je reçois aujourd'hui donc Véronique Maillet. Vous avez créé donc les Centres Qui, 6 en Île-de-France, j'y arrive toujours pas. Il y en a 7 en tout, il y en a un à Aix-en-Provence. On s'en débarrasse tout de suite, et puis surtout il y en a 6 en Île-de-France, 4 à Paris, 1 à Levallois, 1 à Boulogne. Ça y est, j'ai tout appris par cœur. Voilà. Donc chez vous, on peut pratiquer le yoga, on peut pratiquer la méditation, on en a déjà parlé, et puis le pilate. Alors le pilate, une méthode plus physique, parce qu'on oublie justement un peu dans les métiers qu'on fait aujourd'hui. Bon, peut-être que la plupart d'entre vous aujourd'hui en région parisienne, on travaille quand même dans le secteur tertiaire, globalement. On fait pas beaucoup fonctionner nos muscles, on est souvent assis, on est au bureau, en voiture, on est devant un ordinateur, et ce corps, il faut bien qu'il garde une activité physique. Comment ça fonctionne le pilate? Et puis peut-être quelle différence ou quels intérêts, quelles indications entre pilate et yoga, pardon? Alors, le pilate, c'est une gymnastique qui va permettre de renforcer les muscles profonds de la zone abdominale et de la zone lombaire. Ouais. Donc, ça permet vraiment de soulager le dos. D'accord. Et c'est une gymnastique qu'on peut faire lorsque on a mal au dos, justement. Ouais, le mal de dos, le mal du siècle. Vraiment, c'est ce qu'on dit toujours, mais on s'en rend compte. Je crois que je connais pas une personne qui dise pas à un moment les cervicales, les trapèzes, les lombaires, c'est compliqué. Donc, exactement. Ça agit sur ces muscles profonds. Voilà, tout à fait. Il y a d'ailleurs beaucoup de kinésithérapeutes ou d'ostéopathes qui conseillent... recommandent. Voilà, qui recommandent la gymnastique pilate. Comment ça se pratique, le pilate? Alors, ça se pratique soit en cours collectif au sol avec un matelas, soit sur machine. Là, ce sont des cours semi-collectifs à 3 personnes ou éventuellement privés, avec des ressorts qui vont aider ou rendre plus difficile le mouvement. D'accord. Je vous disais tout à l'heure hors micro, moi, les machines de pilates, au départ, ça fait peur quand même. Ça fait toujours un peu penser à des instruments de torture. Assurez-moi, c'est pas le cas. Non, pas du tout. Donc en fait, souvent on est allongé et on a les ressorts qui vont nous aider dans la pratique à faire le mouvement juste. Parce que vraiment, l'importance dans cette gymnastique, c'est vraiment d'avoir le mouvement juste, de l'accompagner avec la respiration pour vraiment te faire travailler les muscles en profondeur et non superficiellement. Donc ce sont ces muscles qui vont soutenir le dos, la colonne vertébrale, et puis on oublie les abdominaux. Alors personne n'est fan de la pratique des abdominaux. Je dois dire que je connais pas beaucoup de gens qui vont vous dire j'adore faire des abdominaux, mais souvent les médecins disent les abdominaux sont absolument indispensables justement pour soutenir les muscles du dos. Il y a un lien entre les deux. Voilà, et puis les transverses également. C'est vraiment toute la structure qu'il faut renforcer pour avoir un dos en bonne santé. Finalement, c'est comme un corset naturel. Exactement. C'est ça oui. qu'on peut entretenir. J'ai de mémoire les cours de pilates, c'est des cours qui peuvent être relativement onéreux. Alors, c'est sur machine, oui, parce que il y a un nombre réduit de personnes. D'accord. En fait, donc voilà, entre 1 et 3 personnes. Donc forcément. Mais sinon, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des cours collectifs. Tout à fait. Un peu comme les cours de barre au sol. Oui, aussi. C'est un peu sur ce principe-là, avec alors des étirements. Ça peut faire penser au stretching un peu aussi, si on devait comparer. Alors, je sais pas. Dans le stretching, il y aura vraiment plus d'étirements. Oui. Dans le pilate, il y aura on va demander un peu plus de travail aux muscles par rapport à l'étirement. D'accord. Vous me racontiez tout à l'heure, Véronique Maillet, que donc pour pratiquer, il y a plein de manières. Et vous, chez Qui, vous avez fait une plateforme en ligne avec des cours en ligne? Exactement, on peut s'abonner à vos cours comme on s'abonne sur Netflix. Exactement. Donc en fait, ce sont alors ça commence à 3 minutes avec des tutos et des cours complets d'1 heure. Ouais. Et l'avantage, c'est que ça permet de continuer à pratiquer, par exemple, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, de continuer à pratiquer en vacances. Pour avoir une routine. Exactement, parce que c'est vraiment l'habitude et la régularité qui offre le bénéfice de la pratique. Donc, c'est pas mal soit de continuer tous les jours ou de ne pas s'arrêter si on part en vacances, pouvoir continuer sa pratique. Pour faire de l'entretien. Donc, ce qui veut dire aussi que si on veut s'initier, il vaut mieux s'initier dans un cours physique, avec quelqu'un, c'est-à-dire que le professeur quand même
va vous corriger la posture. Oui, que ce soit en yoga, en pilates. Tout à fait. Il est important. Vraiment, c'est la préférence d'avoir un cours, d'aller en cours et d'avoir un professeur qui corrige. Bien entendu, c'est ce qu'il y a de mieux. Parfois, il y a des gens aussi qui ne peuvent pas parce qu'ils sont éloignés. Et donc, dans ces cas-là, s'ils connaissent un petit peu, autant continuer sur une plateforme. Mais le must, c'est le professeur. On a moins de risque en méditation de faire des erreurs, ça c'est clair. Sûr. Mais c'est vrai que sur le yoga ou sur le pilate, il vaut mieux être un peu sûr de soi. On a parlé tout à l'heure des applis, donc vous m'avez parlé de la plateforme. Alors on le signale donc pour nos auditeurs, votre plateforme elle est sur abonnement, mais on peut tester. Vous m'avez dit il y a 14 jours d'essai gratuit. Exactement. D'accord, donc ça permet de se faire une idée puis de voir si on a envie de continuer. C'est vrai qu'aujourd'hui toutes ces formules par abonnement, elles fonctionnent bien, elles permettent de consommer aussi quand on a du temps, parce que je pense que on le répète souvent dans cette émission, l'idée c'est de culpabiliser personne, de pas être dans la moralisation en disant voilà, dans les bonnes résolutions, l'idée c'est de faire ça, d'avoir une pratique régulière. Oui, bien évidemment, la régularité c'est mieux, mais chacun fait ce qu'il peut et il vaut mieux essayer de répéter les séquences. Et 10 minutes par jour, ça peut suffire. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et je vois en ce moment, on a effectivement beaucoup de monde sur la plateforme du fait du télétravail. Il y a moins de gens qui se déplacent dans les cours. Donc ça permet de continuer à pratiquer chez soi. Alors, si vous êtes en région parisienne et si vous êtes en Île-de-France, donc on a parlé des centres Ki, on peut vous retrouver assez facilement, c'est ki.fr de mémoire. Oui. Voilà. Mais il y a plein de manières de pratiquer le yoga, la méditation ou le pilate à travers, par exemple, des associations qui peuvent s'organiser. Peut-être contacter votre mairie d'arrondissement, pourquoi pas, ça peut être votre maison de quartier, ça peut être votre MJC. Il y a certainement aussi dans votre quartier, pas loin de chez vous, une salle de sport pour le faire. On vous rappelle toujours aussi toutes les informations dont on vous parle dans l'émission, vous pouvez les retrouver aussi sur le blog. Donc le blog d'Inspiration Positive, je vous redonne l'adresse et vous le retrouverez aussi sur le site de la radio, c'est inspirationpositive au pluriel, .wordpress.com et également sur la page Facebook. Et puis, sachez toujours que si vous avez aimé cette émission, alors bien évidemment, si vous avez loupé des parties, vous pouvez la réécouter puisque quasiment tout de suite après la diffusion, on peut la réécouter sur le site de Fréquence Protestante, donc en podcast. Mais surtout, si vous voulez la faire écouter à des amis, des proches dont vous vous dites, voilà, ça serait bien cette année qu'ils lâchent un petit peu, vous nous disiez tout à l'heure, leur stress. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez, quel est le conseil que vous donneriez à nos auditeurs pour se lancer, pour commencer? Se faire confiance, aller tester et essayer de se rendre compte de ce qui nous fait du bien à nous. C'est-à-dire que chacun est son propre expert, entre guillemets. Et donc, vraiment, en sortant d'une activité, allez tester. En sortant d'une activité, demandez-vous, est-ce que ça m'a fait vraiment du bien? Voilà, d'écouter son corps. Exactement. Quelle bonne idée. Voilà un beau programme pour 2020. Voilà, en tout cas, on espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre. Alors, cette année, on déploiera différentes thématiques, toujours autour du bien-être. Vous savez que mon obsession, c'est le bien-être, le bien vivre et le bien consommer ou le juste consommer. C'est ce qui nous amènera à nous retrouver pour la prochaine émission. Ce sera le mardi 11 février, avec un thème qui est différent, mais toujours inspirant. J'essaye en tout cas. Et on verra comment on peut lutter contre le gaspillage alimentaire. Tout un programme pour lequel j'aurai aussi un invité. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Véronique Maillet, d'être venue partager ce moment avec nous. Merci, Laurence. Mais je vous en prie. Et puis, moi, je vous souhaite une superbe semaine et surtout une superbe année. Et en tout cas, prenez soin de vous.